La décroissance. Et pourquoi ça n'a aucune chance de fonctionner selon vous ? Alors, ça n'a aucune chance de fonctionner pour plein de raisons. Une première raison qui est toute simple, c'est que personne n'en veut. À l'échelle mondiale, les recherches Google, si vous comparez deux propositions qui seraient 1, comment décroître, et 2, comment devenir riche, vous allez voir qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus tapée dans Google que l'autre. Évidemment, c'est un euphémisme. Donc, en fait, ce que l'humanité, dans son immense majorité, veut, c'est, à l'échelle des pays, du développement, à l'échelle individuelle, de l'enrichissement. La décroissance, c'est-à-dire l'idée que à un moment donné on se dise stop, ça suffit même dans les pays riches, et donc là on va réduire le paquet global d'année en année pour rentrer dans les limites planétaires. Il n'y a aucun pays qui va mettre ça à son agenda, donc c'est quand même une première raison qui n'est pas négligeable, c'est celle du réalisme politique. Alors là on va me dire bah oui mais ça c'est une question de volontarisme, il faut faire mûrir une idée. Ouais, d'accord, on peut faire mûrir une idée. Je vais vous donner un exemple de maturation d'une idée, et de quelle idée d'ailleurs, puisque ça a donné des catastrophes, mais Karl Marx publie en 1848 le manifeste du Parti communiste, et la révolution cataclysmique par ailleurs, mais la révolution d'octobre 17, comme son nom l'indique, c'est en 17, c'est-à-dire 70 ans plus tard. S'il faut attendre 70 ans pour que mûrisse l'idée de décroissance à l'échelle mondiale, moi je vous dis, la planète, elle n'a pas ce temps-là. On pourrait vous objecter que les idées circulent quand même beaucoup plus vite aujourd'hui. Très bien, ok. S'il faut 20 ans, on a le temps d'attendre la révolution mondiale de la décroissance. Non, mais il faut arrêter le délire. Par ailleurs, nous vivons dans le monde de Trump, de Poutine, de Kim Jong-un, de Xi Jinping. Donc, soyons réalistes 2 secondes. On va dire, nous, avec Sandrine Rousseau ou autre, voilà, on va dire, ou Delphine Bateau, enfin, je sais pas, les gens qui prônent la décroissance politique, on va dire, nous, on arrête. Voilà. On est dans un monde qui est un monde de prédation extrêmement dangereux. Qu'est-ce qui va se passer si nous on arrête ? Parce que les autres, ils vont pas arrêter, ça c'est sûr. C'est n'importe quoi. D'un point de vue simplement du réalisme politique, ça n'a aucun sens. Faire des centrales nucléaires et des panneaux solaires ou des éoliennes, du jour au lendemain, on sait faire. On est capable de faire. Attendre ce socio-solutionnisme, parce qu'on parle, vous savez, beaucoup de technosolutionnisme. L'opposé du technosolutionnisme, le technosolutionnisme, c'est penser qu'on va résoudre tous les problèmes avec de la technologie. Moi, je suis pas un technosolutionniste, je dis juste que la technologie nous sera absolument nécessaire, mais que tout ne réside pas dans la technologie. À l'opposé, les décroissancistes, ce sont des socio-solutionnistes. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'en faisant évoluer les mentalités, c'est-à-dire en gros, en faisant émerger un homme nouveau, parce qu'il faudrait un être humain qui pense différemment, qui aspire à autre chose que ce vers quoi il est naturellement porté, c'est-à-dire l'accroissement de sa situation, l'enrichissement, etc. Donc, il faudrait que cet homme-là émerge très rapidement pour pouvoir faire de la décroissance à l'échelle mondiale d'un point de vue politique. Donc ça, c'est la première raison. Mais d'un point de vue technique aussi, la décroissance ne permettrait absolument rien, parce que l'immense illusion portée par les partisans de la décroissance, c'est qu'il y aurait une différence entre un crash économique et un atterrissage forcé. Ils nous disent, voilà la différence entre une récession, une crise économique et la décroissance. C'est que d'un côté, on a un crash. Donc là, l'avion tombe et il n'y a pas de rescapé. Nous, ce qu'on veut faire avec la décroissance, c'est par la démocratie, la délibération collective, faire un atterrissage forcé, c'est-à-dire que nous délibérons tous pour savoir ce que nous arrêtons, ce que nous diminuons, etc., etc. Ça, c'est parfaitement illusoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons que, par exemple, un pays comme la France décide de faire de la décroissance du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe mécaniquement et immédiatement ? C'est très simple, n'importe qui peut apporter une réponse à cette question. Mécaniquement, vous n'avez plus d'investissement étranger dans ce pays. Vous n'avez pas des investissements étrangers et vous n'avez pas non plus de prêts. C'est fini. Dans un pays qui dit on ne va plus faire de croissance, c'est-à-dire qu'on ne va plus faire de profit. Ça va avec. La croissance, c'est les profits. Il y a une fuite de capital. Et ça, c'est en entrée. Et de l'autre côté, évidemment, tous ceux qui, eux, ont envie de continuer un peu à s'enrichir ou à percevoir le fruit de leur capital vont vouloir en sortir. Je ne suis pas du tout en train de vous raconter un scénario hypothétique. C'est
très précisément ce qui s'est passé dans tous les pays de l'Est quand on a mis en place le communisme, à une époque où on ne parlait pas du tout de décroissance, parce qu'en fait la décroissance c'est un communisme, ça mène à un communisme hardcore. Le communisme de l'époque qui n'a pas été connu pour générer de très grandes richesses, il n'avait pas en plus le mot d'ordre de la décroissance, il était productiviste. Imaginez le communisme qu'on a connu dans les années à partir des années 20 en Russie, dans les pays de l'Est, etc., avec en plus le mot d'ordre de ne pas être productiviste. Enfin, c'est un délire total. Donc on ferme les frontières. On est obligé de fermer les frontières. On est obligé de devenir autosuffisant. On n'a plus de ressources pour devenir... Aucun pays ne peut vraiment être autosuffisant, surtout si on veut maintenir le même niveau de vie, etc. Donc du point de vue des libertés, déjà on ferme les frontières, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus personne qui sort, puisque sinon ça serait l'hémorragie. Donc on n'est plus du tout dans le même, quand on nous dit que ça peut être démocratique, etc. Si on ferme les frontières d'un pays, ça peut plus vraiment être démocratique. On n'a plus de ressources, donc on est obligé... Quand on n'a plus de ressources, on fait quoi? On confisque. On collectivise, on est obligé de faire ça. Là, il n'y a plus de marché possible. Et c'est d'un point de vue mécanique, c'est de l'économie de base. Il n'y a plus de marché possible. Et donc, s'il n'y a plus de marché, comment on fait pour allouer les ressources? Déjà, on les collectivise. Et puis surtout, on fait de la planification. La planification, c'est l'autre système économique. Il y en a que deux systèmes économiques. Il y a l'économie de marché, qui donne des informations par la voie du système prix, et puis il y a la planification. Voilà à quoi on aboutit inexorablement, un système qui ne serait absolument pas démocratique, ne serait-ce que par la fermeture des frontières, mais pas uniquement, parce que derrière, il faut interdire, vérifier, il faut des flics pour vérifier que toutes les activités interdites sont bien interdites. Il faut interdire de produire et de consommer les surplus par rapport au plan. Il faut vérifier que le plan est bien respecté à la base, à la lettre. Après, il n'y aura peut-être pas besoin de vérifier tout ça, parce que si on en arrive là, la décroissance est assurée. Hein. Je veux dire, si on en arrive là, l'économie a perdu 50% de son volume. Mais bien plus que 50%. C'est bien ce que je dis. Il n'y aura plus besoin de flics, ce sera juste le bazar. Quoi. Il y a besoin toujours de flics pour organiser la pénurie et le rationnement. Ouais. Voilà, je suis en train juste de vous décrire ce qu'on a déjà connu sans le mot d'ordre dans les pays de l'Est, les pays communistes, sans le mot d'ordre de la décroissance. Quant à savoir si ce système serait écologique, alors là je rigole franchement, parce que quand les gens se retrouvent dans le chaos et la misère, ils se retournent sur les choses les plus accessibles, à savoir les ressources naturelles. Vous savez, il y a un tiers de la déforestation tropicale qui est liée à l'extrême pauvreté, parce que les gens ils se laissent pas mourir comme des mouches. Ils viennent prendre ce qu'ils peuvent pour survivre, et c'est dans la nature que... Dans le scénario, on a aussi les centrales nucléaires. Absolument. Dans un scénario d'effondrement comme ça, on perd la maîtrise de toutes les installations sensibles d'un point de vue industriel, à commencer par les centrales nucléaires. Donc on génère potentiellement des Tchernobyl à la chaîne. Dans le monde de Mad Max, on roule pas en Zoé électrique et on bouffe pas des petites carottes bio. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Non. Est-ce que, sauf dans la Green Place, est-ce qu'il n'y a pas un scénario de décroissance un peu plus modéré? Juste moins, au lieu de viser de faire plus 1% par an, on viserait de faire moins 1% par an. On resterait dans le marché mondial. Alors, faire de la décroissance, ça veut dire fixer un objectif de diminution. Ça veut dire interdire forcément la croissance. Sinon, on ne fait pas de la décroissance. Attendez, c'est très important ça, de bien comprendre ça. Dans notre système actuel, il arrive, et même assez fréquemment, que l'économie ne soit pas en croissance. Il arrive qu'elle soit en stagnation. D'une année sur l'autre, il ne se passe rien. Elle n'augmente pas. Et même, elle peut être en décroissance. Ce n'est pas dû à un objectif politique qui est fixé, etc. Voilà. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux. Par ailleurs, je vous fais remarquer qu'il y a plein de pays qui ont vécu des récessions prolongées, et surtout des périodes de stagnation prolongée, l'Italie, le Japon, puis il y en a d'autres, etc. Et le système ne s'effondre pas du tout. Il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. C'est que dans le cas actuel, où on est en stagnation, en récession, etc., puisqu'il n'y a pas de mot d'ordre hostile à la croissance, l'économie conserve l'idée, et c'est fondamental, et donc la confiance, que la croissance est possible. Que demain, effectivement, même si ce n'est pas le cas à la fin, il peut y avoir plus. Et ça change tout.
Parce que c'est ça qui fait le tissu de l'économie, la dynamique de l'économie, qui fait qu'il y a des entrepreneurs, qui fait qu'il y a des prêts, qui fait qu'il y a de l'épargne, qui fait qu'il y a de l'investissement, qui fait qu'il y a un marché, etc., etc. C'est que même si la croissance n'est pas au rendez-vous, il y a l'espoir que, vous parliez d'espoir, c'est l'espoir que ce soit possible. Et c'est ça qui fait que tous les systèmes capitalistes où il n'y a pas eu pendant longtemps de croissance, il y a eu de la récession, etc., ne se sont pas effondrés parce qu'on peut encore faire du profit. Ça n'est pas interdit, c'est possible. Alors que dans un système de décroissance, c'est pas possible. Et là, c'est un changement de paradigme qui implique nécessairement un délitement. Ça, je voudrais arriver à ce point fondamental. Pourquoi un délitement ? Et ça, il faut expliquer du coup ce qu'est la croissance. Il y a un malentendu fondamental sur ce qu'est la croissance. En économétrie, mais pas en économie, en économétrie, c'est-à-dire en mesure de l'économie, en économétrie, la croissance, c'est un peu plus de gâteau chaque année. Okay. En économie, c'est pas ça la croissance. En économie, la croissance, c'est l'espoir d'une augmentation du gâteau qui fait que chaque année, tout le gâteau est produit. C'est-à-dire que l'ensemble de la production du gâteau, c'est-à-dire de l'économie, repose sur l'idée que la croissance, le profit, est possible. Ouais. Et donc, si vous interdisez le profit, vous ne vous privez pas d'un peu plus de gâteau. Mais si je peux me permettre, j'ai pas parlé d'interdire le profit. J'ai dit, c'est pour rendre... je veux dire, je suppose qu'il y a des modérés parmi les décroissants. Même j'en connais, j'en ai reçu un qui s'appelle Clément Caudron, et qui n'est pas du tout hostile à la technologie, par exemple, et qui pense simplement qu'il faut arrêter, et il y en a beaucoup, qui pensent qu'il faut arrêter d'opposer les deux. Et je suis pas sûr que quand on dit qu'on peut organiser une légère décroissance de l'économie, ça veut dire qu'il est impossible de faire du profit dans cette économie. Ça veut simplement dire que la somme de tous les profits sera légèrement inférieure. Mais on peut très bien décider de faire décroître et ça a, oui, de la planification, et on peut penser que ce sera contre-productif. Mais je veux dire, il n'y a pas que des décroissants complètement candides. Il y a aussi des décroissants pragmatiques, rationnels, qui... Dans ce cas, on ne peut plus parler de décroissance. On peut parler, et là on va être d'accord, de sobriété. C'est pour ça que la sobriété, pour moi, c'est le levier et la variable clé, parce que c'est elle, le juge de paix, entre ces deux visions de l'écologie. Parce que je pense qu'il y a effectivement deux visions de l'écologie, et que nous sommes vraiment opposés. Entre les décroissancistes et les durabilistes. Moi, je voudrais être l'une des voix du durabilisme, et je pense qu'il y a une vraie opposition. Mais si cette opposition est soluble, c'est dans la notion... du sobriétisme. De sobriété. Parce que je pense qu'il y a personne qui s'intéresse à la transition environnementale qui pourrait vraiment dire, rare en tout cas, moi j'en connais pas trop, qu'on pourrait faire complètement sans sobriété. Je pense que tout le monde sait, quand on s'intéresse à la transition, que la sobriété fait partie de l'équation. La différence entre les deux, c'est quelle place vous accordez à la sobriété. Je pense qu'en étant durabiliste, on compte sur la sobriété, mais de manière relativement marginale. Quand on n'est pas durabiliste et quand on est décroissanciste, on compte principalement, si ce n'est même exclusivement, sur la sobriété. Et moi, je dis que si on fait ça, on va dans le mur, parce que on ne peut pas à la fois faire de la décroissance et maintenir le niveau de vie de l'humanité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'intermédiaire. C'est ça le point fondamental. On va nécessairement au crash, même du point de vue de l'ordre international. Si les pays, comme le disent d'ailleurs les décroissancistes, si les pays riches arrêtent de faire de la croissance, hypothèse complètement décolle, on l'a dit au début, parce que d'un point de vue politique, c'est totalement irréaliste. Mais admettons, les décroissancistes nous disent, eh ben comme ça, c'est normal, pas de problème que les pays en développement, eux, ils ont besoin de faire de la croissance, mais c'est pas comme ça que ça marche.
Les pays en développement ne se développent que grâce à la croissance des pays riches, des pays du Nord. Non, mais si on faisait que 1% de décroissance. Mais Essayons juste d'être dans ce scénario-là. Un scénario où on fait que 1% de décroissance. si vous faites 1% de décroissance, comme c'est arrivé plein de fois, de fait, pas par mot d'ordre politique, Oui. mais de fait, il n'y a pas de problème. Non, mais si c'est continu Non, et si c'est volontaire, vous ne pouvez mener qu'au crash parce que vous allez créer un choc de confiance. Surtout à l'échelle... Déjà, vous ne pouvez pas faire de la décroissance seul, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas décroître, entre guillemets, contre le reste du monde. Dans un monde qui, lui, continue de croître et de poursuivre la croissance, déjà, vous êtes, même si vous voulez faire que 1%, que très très peu, c'est un point de bascule économique. L'économie, en fait, Ouais. la croissance égale économie. ce serait peut-être le seul scénario de panne sèche. Pas panne sèche, C'est un scénario qui est hyper banal. le scénario dans la complexité du système. Peut-être que la seule chose qui pourrait faire que ce système complexe se grippe, ce serait que ça arrête de croître, en fait. Non, parce que si l'absence de croissance procède de phénomènes entre guillemets naturels, c'est-à-dire du marché, Oui, c'est pas pareil. oui, non, mais oui. Le fait que ce soit un mot d'ordre politique crée par nature un choc de confiance qui conduit au délitement de l'économie de marché. J'entends. En fait, je vais le dire de manière très simple. Ça, c'est fondamental. Ouais. Mes opposants, les décroissancistes, disent, et je pense qu'après on va parler de la durabilité, disent, ce que toi tu défends à la durabilité est une utopie. Parce qu'il ne peut pas y avoir de découplage entre la croissance de l'économie et l'empreinte écologique. C'est ce qu'ils disent. Moi je dis le contraire. Mais eux ils disent ça. Et ils ont de bonnes raisons de le dire. Moi aussi j'ai de bonnes raisons de dire le contraire. Mais eux ils ont des raisons qui semblent tomber sous le sens. Et c'est pour ça que c'est plus compliqué de les contrer. Mais pourtant je maintiens. Et ils disent, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Parce que mécaniquement, physiquement, plus ton économie croîtra, plus tu vas avoir besoin d'énergie et de ressources, et donc plus, même si ça ne croît pas dans les mêmes proportions, ton empreinte environnementale ne peut que monter, il ne peut pas y avoir de découplage. Puisqu'il ne peut pas y avoir de découplage, la seule solution, c'est de faire diminuer l'économie. Et moi, je leur réponds, ok, mais là, vous êtes en train de postuler vous-même un autre découplage qui est encore plus impossible que le mien. Moi, c'est un découplage entre l'activité humaine et l'impact environnemental. Eux, le découplage qu'ils postulent, c'est un découplage socio-économique. Ils postulent qu'il est possible de découpler l'activité économique et le niveau de vie, le niveau de bien-être de l'humanité. Et la paix sociale même. Et la paix sociale, et la démocratie, etc., etc. Ces découplages socio-économiques sont impossibles. Et d'ailleurs, n'ont jamais été observés dans l'histoire. Je fais juste par parenthèse observer que la démocratie n'a jamais existé que dans des économies de marché. Je peux juste me permettre de dire qu'on regarde pas le futur avec les lunettes du passé. Non, pas que, mais c'est pas non plus un hasard, et on peut démontrer pourquoi aussi. Oui, non, mais... Pour des raisons, je veux dire, c'est pas du hasard de l'histoire. C'est parce que ça va ensemble. Ouais. Donc là, les découplages socio-économiques qui sont postulés par la décroissance sont bien plus utopiques que les découplages physico-économiques du durabilisme. Bah, j'imagine qu'ils prétendront le contraire. Moi, j'en recevrai et Bien sûr, ils prétendront le me contraire. présenteront... Alors, ils prétendront le contraire, mais en tout cas, je dirais pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, je pense que c'est très important, et avec eux et moi, parce qu'on essaie aussi de construire une pensée, au moins d'identifier la problématique, qui est cette problématique. Oui. Mais je leur poserai la question Du découplage, en citant cet épisode. et je sais qu'en général, ils sont assez déstabilisés par le fait que j'évoque un double découplage. Le découplage dont eux, ils parlent, et le découplage socio-économique que eux attendent de leur vœu, que eux croient de leur vœu. Ouais. Ça n'est
Pas possible, ça ne s'est jamais observé. On a pu maintenir le niveau de vie de l'humanité et augmenter le niveau de vie de l'humanité que grâce, certes, à de la redistribution, mais cette redistribution n'étant possible que grâce à une augmentation de l'activité. Et on ne peut augmenter le niveau... D'ailleurs, la décroissance est très égoïste vis-à-vis des pays du Sud. Eux disent le contraire, mais j'en suis absolument convaincu. Parce que, en fait, dans une économie à l'intérieur de pays et à l'international, d'une certaine manière, c'est le superflu qui finance le nécessaire. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'un pays, via la redistribution de l'impôt, c'est, je sais pas moi, le porn en HD dans l'ascenseur qui va finir par financer les médicaments et l'éducation. Ouais. Et à l'échelle internationale, c'est le superflu du luxe, on va dire, des pays riches, des pays occidentaux qui se gavent, on va dire, ok, si vous voulez, mais qui permet le développement, le décollage de la Chine et d'autres pays, des BRICS, de tous les pays en développement. Oui, et c'est l'augmentation des besoins qui permet de... Et ça ne peut fonctionner que comme ça, parce qu'on ne peut pas distinguer le nécessaire du superflu non plus. Ces questions sont relatives et elles sont évolutives aussi. Évidemment, ce qui nous semble nécessaire aujourd'hui ne semblait pas nécessaire à l'âge de pierre. J'ai clairement besoin de ma 5G. Qu'on me laisse ma 5G. Un décroissanciste cohérent vous dirait que pourquoi la 5G ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en avez à faire ? L'important, c'est pas vrai. Vous avez besoin, un décroissanciste va vous dire, vous avez besoin d'être aimé. Ouais. Ce qui est vrai. En fait, vous avez bien plus besoin d'être aimé que de la 5G. Ouais. Un décroissanciste va vous dire ça. Est-ce qu'il a tort ? Non. Il n'a pas tort. Mais on sent bien qu'il y a une arnaque dans le raisonnement. Parce qu'à ce compte-là, on peut revenir à l'âge de pierre. Ouais. C'est une arnaque sur qu'est-ce que la richesse. Et ça, c'est un autre sujet. On ne va pas y rentrer parce que c'est trop vaste, mais c'est le sujet du PIB. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'indicateur du PIB. Et ça, c'est une autre arnaque de la décroissance. C'est de nous dire il faut changer la nature de ce qui est la richesse. Alors là, oui, on peut faire passer n'importe quoi. Ça j'en parlerai avec Christophe Rameau bientôt, et c'est un de ces grands sujets. L'énorme danger de la décroissance, pour l'heure, ça n'est pas un danger par le haut. Je m'explique. Ça n'est pas, ou pas encore, un danger de séduction des masses et de prise du pouvoir. C'est aujourd'hui, de manière active et réelle, un danger par le bas, c'est-à-dire un danger de conviction des jeunes. Il y en a énormément qui sont enthousiasmés et convaincus par la décroissance, sans voir du tout la réalité de ce qui est proposé, le mensonge que ça représente, parce que, il faut le dire très clairement, ça n'est pas un projet économique. La décroissance n'est pas un projet économique, ça ne fonctionne pas d'un point de vue économique, et c'est le contraire que certains essayent de faire croire. Et je pense que parce que ça n'est pas compris, des institutions comme les écoles de commerce, HEC par exemple, ou les écoles d'ingénieurs, les mines par exemple, et d'autres fabriques là des élites, sont en train de dérouler des tapis rouges en invitant les décroissancistes sans se rendre compte que c'est extrêmement grave et dangereux ce qu'ils sont en train de faire, parce que on présente la décroissance non pas comme le soviétisme hardcore que je viens de décrire, mais comme quelque chose d'assez bon enfant, sympathique et relevant du bon sens. Et le résultat de ça, un résultat très concret aujourd'hui, c'est que des têtes bien faites, des gens brillants, des jeunes qui pourraient véritablement mettre leur énergie et leur passion au service de la planète par le durabilisme, vont s'isoler dans des objections de croissance ou des tiers-lieux de vie alternative qui leur permettra de manière concrète de réduire leur empreinte carbone personnelle, mais pas de contribuer à une véritable transition environnementale à l'échelle globale. Si jamais on mettait en place un système de décroissance à l'échelle d'un pays, on détruirait inévitablement et immédiatement le marché. Et donc, on se priverait, et là je vais y revenir parce que c'est un élément clé du durabilisme, du seul élément écologiquement transformatif à l'échelle globale, c'est-à-dire le signal-prix. Le signal-prix, il est généré par le fonctionnement du marché. Si vous n'avez plus de marché, vous n'avez plus de signal-prix et vous ne pouvez plus faire ce qui mécaniquement peut changer le monde d'un point de vue écologique, c'est-à-dire en gros renchérir ce qui pollue et au contraire subventionner pour diminuer le prix de ce qui verdit. Et ça, c'est le truc le plus important. Donc non seulement vous courez au crash économique, non seulement
mécaniquement, vous vous privez de la démocratie pour rentrer dans une abominable dictature, mais en plus, d'un point de vue écologique, vous vous privez du seul instrument qui est véritablement transformatif. C'est une absurdité. Au moins c'est clair. On va passer du coup à l'autre solution. Oui. Un peu moins absurde, selon Selon moi. La croissance verte.